Salut écoute et bienvenue pour une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo débrief, notamment du Tour d'Italie. Alors, je vais parler aussi un petit peu durant cette vidéo des courses un peu secondaires, type Tour d'Hongrie ou 4 jours de Dunkerque cette semaine. Mais voilà, l'essentiel de la vidéo sera surtout sur des étapes 4 à 9 du Giro. Et donc, on va commencer d'abord par les petites courses quand même, notamment le Tour d'Hongrie. Donc, bon, Tour d'Hongrie, pour être honnête, j'ai pas pu voir vraiment les étapes, mais les grosses choses à dire, c'est quand même que Danny Van Poppel a été impressionnant. Une ou deux victoires d'étape, et puis deux podiums, ou un ou deux podiums, c'est quelque chose comme ça, mais vraiment grosse semaine de sa part. La Bora qui a été marquée par une très grosse malchance, où sur l'étape 2, il y a eu une énorme chute au tout début de peloton. Donc du coup, il y a genre trois mecs de son équipe qui se sont retrouvés à abandonner, dont Sam Welsford, qui était là à la base. Donc quand même malchanceux, mais pas trop non plus quand tu vois les résultats qui sortent derrière. Derrière, on avait chez les jeunes, on a vu Tim Thorne Teutenberg pour la Lidl Trek, qui a été énorme. Voilà, donc il est allé quand même faire, je crois, 4 podiums, si je dis pas de bêtises. Il fait quand même 4 podiums sur les sprints massifs cette semaine, donc assez phénoménal. On a eu une victoire de qui? On a eu une victoire de Groenewegen également, une victoire de Molano. Voilà, donc il n'y avait pas une énorme start list, surtout au niveau grimpeur, parce que la montagne, étape de reine, entre guillemets, pour le général, s'est jouée entre Harold Martin Lopez, qui s'est imposé devant Alessandro Covi, puisque Pablo Torres avait abandonné lors de cette fameuse chute sur étape 2, Pablo Torres abandonne pour UAE. Et devant Albert Whiten Philipsen pour la Lidl. Donc voilà, les jeunes pépites de Lidl ont brillé, en tout cas en Hongrie. Donc voilà, c'était une belle semaine, surtout pour Sprinter. Voilà, donc ça a été l'occasion pour certains de se tester, etc. Mais qui a quand même été marqué par cette très grosse chute qui était vraiment pas belle à voir. Pour être honnête, on espère d'ailleurs que tous les coureurs impliqués dans cette chute iront mieux rapidement. Puisque bon, vu la violence du truc, j'espère que ça ira et que je leur souhaite un prompt rétablissement. Concernant les 4 jours de Dunkerque, c'est pareil, il n'y avait pas une énorme start list. Il y avait quand même quelques beaux noms, hein. Arnaud Démare, Brian Coca, Alberto Danese, Pascal Ackermann, etc. Qui s'est d'ailleurs imposé sur la classique juste avant les 4 jours de Dunkerque. Sinon, au général, qui est-ce qu'on a eu? On a eu Samuel Watson qui a remporté le général devant Lewis Aski pour 4 secondes et devant Carlos Canal pour 11 secondes. Une grosse semaine, Watson, en termes de saison. Ce qui nous sort avec Ineos, c'est incroyable. L'ex-coureur du coup de la Groupama et ex-coéquipier de Lewis Hasky, franchement, énorme semaine. Là, quand il s'impose à Cassel, c'est vraiment impressionnant. Carlos Canal est dans sa roue, mais il n'y a rien à faire. Il peut pas le dépasser. Il est juste surpuissant, c'était impressionnant. Lewis Hasky qui confirme aussi qu'il a passé un cap cette année en termes de punch, etc. Vraiment, il allait chercher une belle victoire d'étape. Il a aussi profité un peu d'une erreur de Thibaut Gourel dans un virage, mais bon, bon, c'est les aléas de la course, j'ai envie de dire, donc il est quand même allé chercher une belle victoire. Thibaut Gourel qui fait d'ailleurs troisième de la dernière étape. Mais sinon, côté français, faut dire que nos grosses têtes d'affiche comme Brian Cocard, Arnaud Démare, ça a été un peu plus compliqué cette semaine. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas très grave, ce sont des choses qui arrivent, mais en tout cas, c'était quand même une belle course. Sinon, pour les femmes, j'ai oublié de parler au début, mais il y a eu les Julia Women en ce moment. Debbie Vollering a remporté le classement général, elle a gagné la dernière étape devant Sarah Van Damme et Justine Guekireux avec plus d'une minute d'avance devant le peloton avec plus d'une minute d'avance, donc elle s'est baladée. Misha Bredvold a gagné les deux autres étapes. Donc les Néerlandaises continuent de faire un 100% de victoire d'étape sur les Julia Women. Donc voilà, donc ça prouve un peu à quel point ils sont au-dessus de tout le monde dans le sport. Et sinon, bah là, on va passer à la partie du Giro. Donc, comme je l'ai dit, de l'étape 4 à l'étape 9. Au moment où j'enregistre, on est à peu près une heure, un peu moins après la fin de la neuvième étape. Donc, on- de manière rétroactive, donc qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le triptyque albanais. On a vu notamment Mats Pedersen briller de mille feux. Honnêtement, donc ça a été impressionnant. Il remporte deux étapes. Entre-temps, il a le rose. Enfin non, il n'avait pas le rose. Si, il reprend le rose après le chrono.
Tu Tarling qui remporte le chrono d'ailleurs. Et donc du coup, bah, on commence cette semaine par la grosse surprise Casper Van Uden qui remporte le sprint sur étape 4. À la surprise un peu générale, il y avait Olaf Koy qui finit deuxième, mais qui est un peu gêné. Il y a Gross, après le final était sacrément tortueux, c'était quand même sacrément criminel d'avoir un tel final. Mais bon, mais il remporte la surprise générale l'étape devant Olaf Koy, il me semble. Je crois que il me semble également que notre ami Caden Groves pour l'Alpecin se rate complètement, enfin se rate. Et je me rappelle qu'il a un lead out de fou à 2 km, il y a encore 4 Alpecin, ils sont en tête. Et bah, il se rate et il finit cinquième. Enfin, à la base sixième, et comme Max Canter est déclassé, il finit cinquième au final. Mats Pedersen qui avait pris la quatrième place. D'ailleurs, podium 100% néerlandais, puisque c'est vrai que Michael Tyler avait fini troisième de l'étape. Côté français, on avait eu Paul Magny qui avait fait septième. Mais voilà, donc quand même une belle surprise pour la victoire. Ensuite, on a eu l'étape de Matera. Comment dire, l'étape de Matera, j'ai jamais vu un aussi gros tap-in pour Mats Pedersen. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans la toute fin en difficulté, en train de reculer dans le peloton. Alors, Vacek fait un énorme boulot en contrôlant parfaitement le peloton, mais le fait qu'il y a juste Caruso qui attaque quoi, enfin qui tente un truc, enfin, je sais pas, il y a Mats Pedersen, c'est la pancarte, il est en galère, et il n'y a pas un mec dans le peloton qui a essayé un truc hormis Caruso, et enfin moi perso j'ai vu ça, mais j'étais halluciné quoi, enfin il y a une victoire d'étape au bout. Un Del Toro, je sais pas, moi je m'attendais, alors il se fait gêner dans le sprint final, mais Del Toro par exemple je me suis dit punaise, là il y a moyen de faire le jump et d'essayer de faire un trou, ou UAE, bah je sais pas, continuer à mettre le tempo, puisque de toute façon Pedersen est derrière, donc le but c'est pas d'attendre et de le laisser revenir, faut faire quelque chose. Que dalle. Bah donc du coup, Mats Pedersen, il a gagné tranquillement cette cinquième étape. Franchement, c'était aberrant, j'ai trouvé, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, on arrive sur l'étape 6 où là, Caden Groves, étape 6 très particulière, au-delà du fait qu'on a eu les deux imbéciles qui ont mis en danger déjà Taco Van Der Laan et Enzo Paleni qui ont failli aller au bout. Après plus de quasiment 200 bandes d'échappée, c'était quand même assez exceptionnel. Il y a quand même eu une énorme chute dans le peloton, donc la course a été neutralisée un temps. On ne savait pas si ça allait reprendre ou non, mais ça a repris. Mais les temps du général étaient gelés, plus il n'y avait pas de pont aussi que la Maine. Donc je comprends pas trop l'intérêt, mais soit. Donc du coup, Gaiden Grove, dans ce sprint un peu particulier où Moschetti a quand même salement gêné Olaf Koy, bah, il s'est imposé assez facilement devant Milan Fretin et Paul Magny, qui fait troisième justement. Donc voilà, une étape quand même un peu particulière avec des conditions pas idéales, mais bon, au final, il y a quand même assez gros chutes. Vine qui a salement chuté. Il y a Alessandro Pinarello pour la Bardani, pareil, qui a chuté et qui a dû abandonner. Enfin, qui a pas pris de départ le lendemain matin, etc. Enfin, il y a quand même eu de gros dommages. Mats Pedersen a chuté également. Donc voilà, il y a quand même pas mal de coureurs à terre. Sauf nos Français, mais pour rattraper ce coup de chance inespéré, et ben l'étape 7 où David Godius prend la roue d'un mec devant lui, chute, s'ouvre salement la main, je crois que c'est la main droite, et derrière qui il a Romain Bardet qui tombe sur le genou et qui a du coup des douleurs ballon à jambe. Voilà, donc bon, bah on avait, pour nous, autres Français, le bonheur ça n'existe pas, hein, ce n'est pas possible. Non, plus sérieusement, c'est quand même un sacré coup de poisse, sachant qu'on David Gaudu, c'est pareil, c'est année compliquée, marquée par les chutes, et encore une chute comme ça, de cette manière, c'est quand même sacrément embêtant, c'est très triste. Moi, en plus, je me rappelle, je regardais le live, et en fait, c'était en mode sans dialogue, tu l'entendais, il était énervé, il y avait on voyait le tendon, tu l'entendais gueuler sur le vélo qu'on voyait le tendon, ce qui est vrai en plus. Enfin, vraiment pas une belle chute, c'était un sacré bordel. Du coup, Bardet, il a pris 5 minutes ce jour-là. David Goodyear a réussi à bien limiter la casse, je crois. Il prend une trentaine, quarantaine de secondes, mais il limite quand même bien la casse par rapport à Juan Ayuso, qui a été excellent. Il a vu que Roglic était très mal placé dans la bosse finale. Il a directement enclenché. Donc du coup, il s'est imposé avec 4 secondes d'avance, sans parler des 10 secondes de bonif qu'il prend, parce que Roglic finit quatrième. Del Toro qui finit deuxième. Vraiment, très belle étape de UAE de ce point de vue-là. On a eu McNulty et Adamiens qui finissent un peu plus loin derrière, mais grossièrement, c'est une très très belle étape
Et tactiquement, c'était très bien joué, ce qui est rare quand même avec eux. Mais voilà. Ensuite, on a eu l'étape 8. Ça, c'était une étape bien bordélique, bien ce qu'on aime. Jusqu'à présent, les étapes étaient un peu rompiges parce que c'était généralement un tapin pour Mats Pedersen, pour être honnête. Et bon, l'étape d'avant, c'était Ayuso, donc bon, c'était favori, c'était logique. L'étape 8, ça a pris 70 km pour se former, l'échappée, mais c'était une folie. Il y a d'abord eu Mats Pedersen, Mattia Cataneo et David de Preto qui partent, et qui se relèvent après le premier sprint inter, parce que le peloton, il est resté en chasse-patate à 15 secondes derrière, mais ça a attaqué dans tous les sens, il n'y avait personne qui pouvait faire la diff. Et derrière, au final, ça s'est fait avec notamment Romain Bardet, Lorenzo Fortunato et Diego Ulissi. On avait Nicolas Prodhomme et Andrea Vendrame pour G2R. Luc Plapp, enfin voilà, il y avait Arietta pour UAE, enfin il y avait Kelderman et Van Baarle pour Visma. Je crois qu'il y avait un Paul Teams, je sais plus c'était lequel, je crois que c'était Mathieu Baïs, mais je suis pas sûr, ou David Baïs. Rémi Rocha, mais qui a rapidement explosé dans l'étape. Enfin bref, c'était un bordel absolu dans tous les sens. Il y a eu le gros grimpeur où Bardet fait le sprint mais se relève et du coup Fortunato prend les 40 points. Derrière Fortunato, Bardet, je crois Vendrame et qui était le quatrième. Il y a un quatrième, c'est pas Arietta, c'est qui? Je crois que c'est Kelderman. Il y avait un quatrième Gugus dans l'histoire qui part. Ils sont ensuite rattrapés, puis derrière on a un nouveau groupe. Je crois qu'il y a Ulissi. Enfin, derrière, ça s'est rejoint. Il y a un nouveau groupe qui part avec Ulissi, Vendrame, Bardet, Kelderman. Il y avait Steinhauser. Et qui était le dernier? Que je dise pas de bêtises. Bah, Arietta, voilà, pardon, mais Arietta. Et donc, du coup, bon, ils partent. Prennent que jusqu'à une minute 30 d'avance au groupe Fortunato, Prodhomme, Frigo, etc. Et derrière, il y a une accélération de Ulissi et Kelderman qui partent un petit peu aussi en facteur, mais enfin, ils partent tous les deux. Derrière, ça collabore plus ou moins bien, mais c'est un peu dans le dur. Vendrame et Bardet sont rapidement out parce que ça va trop vite. Derrière, du coup, c'est Arietta qui se retrouve avec Luke Plapp et Georg Stenhauser, sachant que Plapp à la base est lâché avec Bardet. Il accélère, lâche Bardet, revient sur les deux autres. Il accélère. Enfin, il revient d'abord sur Steinhauser parce que Arietta avait réussi à faire le jump. Mais il accélère, il lâche du coup Steinhauser. Il revient sur le groupe. Et puis après, à genre 50 km d'arrivée, il réaccélère et il lâche tout le monde. Enfin, du coup, il a fait un solitaire de 40 km, il a été impressionnant. Parce qu'il fallait voir venir, quoi. Enfin, de se faire lâcher comme ça à plein de reprises et au final réussir quand même à la chercher. C'est une magnifique victoire d'étape pour l'Australien, pour le Jayco qui avait quand même un début de Giro un peu compliqué. Chris Harper, je crois, est toujours là pour le général, en tout cas était encore en jeu pour le général. On avait un David de Preto et Félix Engelhardt qui avaient, je crois, gratté tous les deux un top 10. Où je crois que de Preto fait 11. Enfin, ouais. En tout cas, ils étaient assez offensifs, mais ça payait pas en résultat. Donc là, ils ont eu leur victoire. Bah, ça va être très bien pour eux. Et puis bon, bah là, on arrive sur l'étape 9, l'étape du jour, bah, remportée par Wout van Aert, qui pour une fois ne fait pas deuxième. Étape assez bordélique. Bah, c'était une sorte de, comment dire, d'étape d'Estrade Bianchi, quoi, parce que ça arrivait à Sienne. Il y a une échappée, bon, c'était surtout les sprinters, il y avait Groves, il y avait Fretin, il y avait Hermans, je ne sais plus qui d'autre devant, mais bref, qui a navigué à 2 minutes 30 d'avance, sans plus. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et derrière, un gros tempo qui est mis dans le premier secteur pavé avec des cassures de partout. Bah, notamment pour David Godu qui se retrouve dans une cassure avec le maillot rose. Et bah voilà, c'était fini pour lui, malheureusement. Donc bon, il a pris, je crois qu'aujourd'hui il prend 5 minutes 20 ou 5 minutes 30 si je dis pas de bêtises, je vais vous dire ça. Parce qu'il finit 48e, il finit à 5 minutes 10 du vainqueur. Donc il prend en gros 4 minutes, 4 minutes 10, 4 minutes 10 sur le reste des favoris. Donc c'est pas plus mal, il aura une certaine marge de manœuvre pour la suite. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bon, ça a cassé dans tous les sens. Ensuite, on a eu un groupe qui s'est dégagé avec la plupart des favoris, si ce n'est Godu. Ensuite, il y a eu un problème avec Storer qui a chuté, donc qui s'est retrouvé retardé. Et en fait, ce qui se passe après, dans le deuxième secteur, je crois, il y a une chute.
de Lucas Hamilton qui entraîne un peu tout le monde derrière, notamment Roglic, notamment Pidcock. Il y a Tiberi qui est ralenti, je crois qu'il y avait quelqu'un, je crois qu'il y a Caruso qui chute aussi ou qui est gêné. Mais bref, t'as quand même une grosse chute qui scinde le groupe complètement. Et qu'est-ce qui se passe derrière? T'as Ineos qui s'en va avec Rivera et Arensman, et Bernal évidemment, Wout van Aert et Isaac Del Toro, puisque Del Toro fait le forcing de fou dans la descente, et du coup ça crée cette mini-échappée. Donc au début, donc derrière, le temps que ça se réorganise un peu, ça a 20-30 secondes. Del Toro et Van Aert ne passent pas de relais, puisque évidemment l'un couvre Simon Yates, l'autre couvre Juan Ayuso. Donc bon, Bernal et ses deux équipiers font le taf. Sauf que Arensman crève. Du coup, il se retrouve plus qu'avec Rivera. Et il faut saluer quand même la stratégie d'Ineos, d'essayer quand même d'avoir tenté ce coup de poker. Bon, c'est pas passé malheureusement, mais c'est quand même sacrément audacieux et sacrément bien joué. Parce qu'il n'y avait rien qui disait qu'il serait en mesure de faire quelque chose comme ça, surtout d'où revient Bernal, mais quand même il y avait de l'espoir. C'était quand même une très très belle tentative pour eux. Malheureusement, ça n'a pas payé. Donc qu'est-ce qui se passe après? C'est que Del Toro, il reçoit enfin l'autorisation à un moment, parce qu'il voit que... Alors il y a Vacek par contre, j'ai oublié, mais il y a Vacek qui était à la base avec Chris Harper. Chris Harper a explosé, Vacek a fait le jump sur les 3 de devant, puisqu'il restait du coup Bernal, enfin sur les 4, puisqu'avant il y avait Rivera, mais il y avait Rivera, Bernal, Van Aert et Del Toro. Vacek fait le jump, Rivera s'écarte, et du coup derrière il y a l'accélération de Bernal qui est pas vraiment, enfin, qui fait pas trop différence, et c'est surtout derrière Del Toro qui fait une grosse accélération, qui met tout le monde dans le dur. Il met tout le monde dans le dur. Alors après, il est rejoint par à peu près tout le monde. Et là, on arrive dans le dernier secteur pavé. Et là, c'est pareil, il a mis une accélération, c'était une folie furieuse. C'était là où Poga lâche Pidcock au Stradé cette année, ce secteur-là. Et alors, Vacek et Bernal le lâchent. Et Van Aert, c'était pas loin, hein. Si ça durait 100 mètres de plus, je pense qu'il tenait pas, hein. Mais c'était impressionnant l'accélération de Del Toro. Et derrière, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, bah, Van Aert, déjà d'une, il était carbo. Et en plus, bon, il y a toujours l'excuse, bah, t'es marrant, toi, mais il faut que je couvre aussi Simon Yates. Donc, du coup, Van Aert a fait de la patinette dans la roue de Del Toro pendant plus d'une dizaine de kilomètres. Et là, en fait, ce qui s'est passé, alors, moi, c'est mon avis, je trouve que Del Toro en a trop fait. Il y avait plus d'une minute d'avance à ce moment-là. Il s'est donné à 100% en fait tout le long. J'ai trouvé ça dommage. Alors, peut-être vous serez pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais moi j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas eu un directeur sportif pour dire: calme, t'as déjà le maillot rose, là, il y a la victoire d'étape au bout. Gère ton relais, t'en fais pas, c'est pas grave, récupère un peu, t'as fait des efforts, t'es en train de prendre tout le vent. Dans tous les cas, quand c'est pentu, ça a été un peu plus à son avantage, surtout que bon, bah, Van Aert, depuis le début du Giro, c'est pas exceptionnel. Mais bon, ça n'a pas été le cas, donc Del Toro essaie quand même de lâcher Van Aert dans la dernière bosse, mais il n'y arrive pas, donc Van Aert lui fait l'intérieur, le finish c'est le même finish qu'Australie, globalement, donc du coup, bah, Van Aert, enfin le finish est un peu différent, au lieu de tourner à droite, ils ont tourné directement à gauche, ou c'est l'inverse. Enfin, c'est un des deux. Mais bref, mais du coup, Van Aert remporte l'étape. C'est très mérité pour lui, vu les galères qu'il enchaîne depuis l'an passé, avec toutes les chutes, la Volta, etc. Là, cette année, c'est pareil. Nombre de déceptions, que ce soit sur les classiques flandriennes, que ce soit depuis le début du Giro qui est compliqué. Là, c'est une victoire qui va lui faire beaucoup de bien. Donc, il remporte devant Del Toro, qui prend du coup d'office le maillot rouge. Je crois qu'il a quasiment une minute, peut-être plus 50 secondes d'avance. Non, il a 1 minute 13 d'avance sur Juan Ayuso et 1 minute 30 sur Antonio Tiberi qui grimpe à la troisième place. Donc on a quand même... D'ailleurs, on a deux Italiens dans le top 5 avec Ciccone qui est cinquième à 1,41. Mais voilà. D'ailleurs, là je m'en rends compte, excusez-moi, c'est ça de le faire un peu à l'impro. Grosse perte de temps pour Roglic, qui a d'abord chuté, du coup, comme j'ai dit, avec Pidcock, et derrière il a crevé. Pidcock a aussi crevé. Il y a G qui, d'ailleurs, qui a eu une crevaison avant cette fameuse chute. Donc, du coup, il y a Storer, Roglic, G et Pidcock qui grossièrement perdent un max de temps en termes de favoris, sans parler évidemment de David Gaudu qui finit à plus de 5 minutes. Je crois qu'il y a Poul aussi côté DSM qui perd un peu de temps. Ouais, voilà.
Poul, pareil, il perd du temps. Bon, il est long en plus, hein. Là, il est 23e, il a perdu énormément de temps. Il a fini où il a fini où Max Poul? Ah ouais, il a fini 23e à. Non, ça c'est le général, pardon. Mais en gros, là, il est 23e du général à plus de 5 minutes. Donc DSM qui avait un mec dans le top 5, qui avait Bardet, bah là, en l'espace de 2 jours, tu perds un peu tout espoir. Avec Bardet qui a le genou en vrac. Et bah, Poul qui, du coup, aujourd'hui, prend quasiment 4 ou 5 minutes dans la tête. Ouais, voilà, il finit 38e à 5 minutes 02. Bon bah voilà, c'est triste pour eux, sachant qu'on sait qu'ils étaient à la lutte pour éviter d'être relégués, que Astana a encore fait une masterclass hier. Du coup, c'est compliqué. Là, en tout cas, pour le GC, ça va être lancé, puisque d'une part, Adel Touro, jusqu'où il peut aller. Moi, j'ai tendance à penser que ça a été peut-être un peu dur en haute montagne, mais c'est tout jamais. Bah, il a quand même 1 minute 13 d'avance sur Roy Lanozo et à la rigueur 1 minute 30 d'avance sur Tiberi. Il roule bien, donc c'est pas un problème pour lui. Et derrière, Roglic, il est à combien de Ayuso? Je crois qu'il est à plus d'une minute, hein. Ouais. Bah, il a 1 minute et 12 secondes de Juan Ayuso, Roglic, qui descend à la 10e place au général. Ça fait très très mal pour lui. Storer, c'est pareil, qui descend à la 10e place. Quand même beaucoup de temps perdu pour les deux. Ça, ce qui est assez embêtant évidemment pour eux. Maintenant, il a quand même pu compter sur un élan Pizzari qui a fait quand même un énorme boulot. Alors ça, c'est pas passé, mais c'est quand même un sacré boulot qu'il a fait. Pellizzari, c'était impressionnant. Mais bon, c'est comme ça. Bon, bah, les Astana, rapidement, Fortunato et Ulissi qui perdent tous les deux 20 places. Bon, c'est pas très grave, on s'attendait, ils ont eu leur moment de gloire. Fortunato, de toute façon, il y a l'étape 12 qui va arriver cette semaine. Donc l'étape 10, c'est un chrono. L'étape 11, il me semble que c'est pour les sprinters. Alors je vais vérifier les profils de chaque étape pour vous dire ça exactement. Mais là, on a un petit chrono individuel tout plat qui arrive sur l'étape 10. Pour moi, ça devrait sûrement ressourire à Tarling. Euh, je pense pas qu'il y aura des grosses différences entre Ayuso et Roglic, mais bon, sait-on jamais, on a déjà vu quand même la différence sur le premier chrono. Ouais, non, et c'est l'étape 11 pardon. Ouais, où ça sera sûrement par odeur si on veut être honnête. Il y a quand même l'Alpe San Pellegrino, avec les 4 derniers kilomètres à 12%. C'est 14 km à 9% quand même, donc 40 points pour le maillot Azzurro. Derrière, il y a encore 2 cols de deuxième catégorie, dont le dernier a le sommet à environ 5 km de l'arrivée. Donc, vu le profil, et après le chrono, je pense que ce sera sûrement un truc pour échapper, ça. Sachant que l'étape 12, bon, c'est un peu le bordel. Il y a une partie un peu montagneuse, pas trop non plus. Mais du coup, ça sera sûrement pour les sprinters, puisque le sommet de la dernière bosse est à 80 km de l'arrivée. Donc, ça sera sûrement pour les sprinters. On a l'étape 13, où ça va finir sur un. C'est 800 mètres à 8%. Donc, ça va être pour les punchers. Sûrement peut-être aussi une échappée. J'avoue que c'est un profil qui, pour moi, semble vraiment convenir quand même à une échappée. Donc, c'est pas mal. L'étape 14, dans l'idée, c'est pareil, avec pas mal de petits murs. Mais bon, là, je sais pas. Il y a quand même pas mal d'étapes qui sont vouées à. Qui peuvent s'ouvrir aux échappées cette semaine, pour être très honnête. Mais là, sinon, ça sera sûrement pour un Mats Pedersen si ça passe. Ou un Vacek. À l'étape 15, c'est pareil. Encore une belle étape pour le maillot à Douro. Ça peut être pas mal également. Et enfin, après ce sera le jour de repos, donc voilà, mais il n'y aura pas normalement. Les choses sérieuses en montagne commencent avec l'étape 16, donc il ne devrait pas y avoir non plus d'énormes différences de fait au classement général la semaine prochaine. Si vraiment devait y en avoir qui soit faite, ce serait à l'étape 15, selon moi évidemment, à l'étape 15, et sinon à l'étape 11. Voilà. Et évidemment l'étape 10 avec le chrono, mais ouais, il y a 3 étapes qui peuvent peut-être faire des écarts pour le CG, mais j'y crois pas trop personnellement. Mais voilà, en tout cas, cette partie du Giro a pas été incroyable en termes de scénario. Il y a vraiment que l'étape 8 et 9, enfin, que les étapes 8 et 9 qui ont quand même été incroyables en termes de scénario, j'ai trouvé. Bon, j'ai hâte quand même d'avoir la prochaine semaine parce qu'on a quand même eu qu'une seule échappée en gros qui allait au bout. Alors, est-ce que les victoires de Van Aert, on peut la considérer comme une échappée? Oui et non, mais sinon, si on veut être un peu pointilleux, on peut dire que la seule vraie échappée qui allait au bout, c'est de l'étape 8.
Donc moi, personnellement, j'espère qu'il y aura quand même deux trois échappées la semaine prochaine qui iront au bout. Et puis après, bon, ce sera la troisième semaine, mais ça, ce sera pour notre prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez pensé de ces étapes qu'on a vues cette semaine. Ce que vous avez pensé, si vous avez peut-être une hot take ou un avis sur un coureur ou une équipe. Moi, en tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut les gars!